vous n'êtes pas partis après la première, les premières interventions qui peuvent être difficiles. Justement, on en parlait pendant la pause. On va passer sur des séries aussi de solutions parce que c'est ça aussi l'objectif de cette matinale, c'est de poser de manière factuelle et réelle la situation telle qu'elle est, sans demi-mot, sans demi-mesure, mais aussi de pouvoir avancer justement sur la prise en compte des risques majeurs. Et pour ça, donc, on a fait appel à des professionnels que vous retrouvez là. Donc, on va faire un petit tour déjà de présentation. Vous avez des micros devant vous, donc n'hésitez pas. Donc, Justine Bichon, je peux vous laisser vous présenter quelques instants. Oui, je suis Justine Bichon, je travaille à l'Agence parisienne du climat, qui est l'agence locale de l'énergie et du climat de la ville de Paris, qui travaille beaucoup sur la rénovation énergétique des copropriétés et aussi sur d'autres projets dont je vais vous parler après. François Marconneau. C'est bon, il a activé. Donc, bonjour, François Marconneau du CEREMA Île-de-France. Donc établissement public rattaché à la fois aux collectivités et au ministère de la transition écologique. Sébastien Gourdier. Oui, bonjour, donc Sébastien Gourdier. Je suis donc du BRGM, je travaille à la direction risque et prévention, et plus spécifiquement pour l'unité des risques d'instabilité gravitaire. Très bien. Martin Guerre, pardon. Bonjour, donc Martin Guerre, je travaille à l'agence qualité construction et je suis donc à l'observatoire où on mène tout un tas de retours d'expérience et récemment on a lancé avec la MRN et la FPCNT une étude sur les bâtiments résilients qu'on vous présentera tout à l'heure. Erwan Bidan. Bonjour, Erwan Bidan, donc je suis responsable adaptation résilience du bâti à la mission risque naturel. Merci. Et Léna Valéanou. Oui, ça fonctionne bien. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Léna Valéanou et je suis doctorante à l'AFPCNT, donc l'Association française pour la prévention des catastrophes naturelles et technologiques, qui est une association qui fait de la sensibilisation à travers différentes actions et auprès de différents publics en lien avec les risques naturels et technologiques. Je vais juste bien parler près du micro pour qu'on vous entende bien. Pour qu'on puisse bien nous entendre au fond de la salle. Très bien, donc merci à tous déjà pour votre participation et on a hâte de découvrir vos actions, le retour aussi sur le terrain, ce que vous pouvez rencontrer, car on est toujours à se demander, on a la théorie, mais comment ça se passe dans la pratique aujourd'hui, actuellement. Donc, dans le temps de préparation de cette table ronde, je ne vous cache pas qu'on a exploré beaucoup de sujets et que ce sont des interventions qui sont très riches et on pourrait en parler pendant des heures, mais on a 1 heure, c'est bien ça, Morgane. Donc, on va essayer de bien tous pouvoir intervenir dans cette période. Alors, si vous le voulez bien, je démarrerai avec vous, Justine, que vous nous expliquiez quelles méthodes, quels outils, comment ça se passe côté APC. Et surtout, c'est un sujet qui anime beaucoup les architectes, puisque en fait tout le sujet des copropriétés est éminemment important et les architectes sont souvent sollicités pour intervenir dans ces domaines-là, et donc de pouvoir nous raconter comment ça se passe aussi avec le contact public. Voilà, je vous laisse la parole quelques minutes. Merci. Merci beaucoup Vera. Bonjour à tous. Donc moi je travaille à l'Agence parisienne du climat, je l'ai dit, et je travaille plus particulièrement sur un projet qui s'appelle Adaptaville. Donc là je vais vous parler je vais vous parler d'un projet qui sort un peu de nos activités traditionnelles d'accompagnement à la rénovation énergétique des copropriétés. Le projet Adaptaville, c'est un projet qui vise à accompagner les professionnels du bâtiment, que ce soit les bailleurs sociaux, les aménageurs, les promoteurs immobiliers, et aussi et surtout les collectivités, pour essayer d'identifier en fait des solutions très concrètes d'adaptation au changement climatique et essayer de les essaimer et de faciliter leur réplication sur le territoire de la métropole du Grand Paris.
Pourquoi on a voulu faire ce projet? C'est en fait un projet qui est né il y a 3 ans maintenant. Les constats, c'est clairement que en fait, on s'est rendu compte que d'une mairie à l'autre, y compris à la ville de Paris, d'une mairie d'arrondissement à l'autre, on savait pas forcément quelle solution d'adaptation avait mis en place en fait son voisin, et on savait pas forcément que cette action-là, c'était finalement une solution d'adaptation. On parle beaucoup de végétalisation, etc. Donc l'idée, c'était de pouvoir les identifier des retours d'expérience, parce qu'aussi, finalement, les collectivités ont souvent du mal à valoriser leurs actions. Donc nous, notre but, c'est d'aller les chercher, d'essayer de comprendre comment elles font, à quoi elles se sont butées comme problématiques, etc. Et de valoriser ces retours d'expérience sur une plateforme du coup qu'on a créée qui s'appelle Adaptaville, et d'animer aussi toute une nouvelle communauté autour de ces solutions. Donc on est vraiment dans le très concret. C'est une mise en commun en fait globale de tout ce qui peut se passer dès que l'on intervient dans ce domaine. C'est bien ça? C'est ça. Et en fait, toutes ces données, toutes ces ressources, donc nous on va aller interroger des acteurs, etc., sont sur donc cette plateforme. Donc il y a environ plus de 70 solutions qui sont traitées sur cette plateforme, avec des retours d'expérience. On a aussi des publications, un agenda, etc. Donc je vous invite ensuite à aller voir. Mais je voulais vous montrer un peu le cœur du sujet. En fait, l'idée, c'est d'avoir des fiches solutions très opérationnelles, avec les informations qu'on va se poser en tant que professionnel à chaque fois. Combien ça a coûté, qui est-ce que je peux contacter, qui a mis en place cette solution, quels sont les enjeux d'adaptation que traite cette solution. C'est pas forcément évident à comprendre, et d'avoir aussi des retours utilisateurs. Et donc pour ça, on va vraiment aller interroger les acteurs. Et récemment, on a publié par exemple des fiches solutions sur la réouverture des cours d'eau, la détection de fuites d'eau dans les bâtiments. Enfin, c'est très vaste. Les peintures blanches en toiture, la végétalisation, les noues. Enfin bon, beaucoup de solutions sur l'espace public. Mais on tend aussi à référencer de plus en plus de solutions sur le bâtiment. Je voulais aussi vous parler d'autres publications. On a la chance en fait de travailler avec Météo France. Donc on a un partenariat depuis de nombreuses années sur ce sujet. Et en fait, on a des publications qui traitent des risques que Alexandre Florentin a énoncés. Donc voilà, c'est vraiment des ressources clés pour comprendre le changement climatique sur le terrain. Donc si vous cherchez de l'information, vous pouvez aller aussi voir là-bas. Et récemment, on a aussi publié un article avec le CEREMA et le LEED pour aider les collectivités à comprendre comment traiter la question de la surchauffe urbaine, parce qu'il y a de plus en plus de demandes en fait de faire des diagnostics d'îlots de chaleur urbains, mais on ne comprend pas trop la différence entre îlots de chaleur urbains, surchauffe urbaine, etc. Donc on essaye de traiter ces questions-là. Et on a aussi fait des publications sur, par exemple, les solutions d'ombrage dans la ville, parce que on en a entendu parler. L'ombre, en fait, c'est quelque chose de très simple à mettre en place et qui a un impact, non pas forcément sur l'îlot de chaleur urbain. L'îlot de chaleur urbain qui est en fait la différence de température entre la ville et la campagne aux alentours, et qui est en fait quelque chose d'inhérent aux villes et qui est renforcé en été avec la nuit des températures qui peuvent aller jusqu'à 10 degrés d'écart. Mais le stress thermique, c'est vraiment qu'est-ce que nous, on ressent en tant qu'usagers. Et en fait, l'ombrage, le vent, etc., la brumisation, c'est vraiment des choses qui permettent en fait d'améliorer notre confort thermique. Et du coup, même si on est dans une ville où il y a un très fort îlot de chaleur urbain, en fait, il faut parfois plus jouer sur le stress thermique. C'est hyper important de prendre en compte ces usagers. Et je voulais aussi parler de nos animations. On fait beaucoup de visites de sites. On a eu des rencontres annuelles il y a 15 jours avec 300 professionnels. L'idée, c'est vraiment de mettre en relation les porteurs de solutions innovantes avec les collectivités. Et on fait aussi des ateliers participatifs thématiques. Et du coup, on a abordé plusieurs sujets. On a beaucoup parlé de la question des écoles ce matin, et effectivement, c'est une question qui revient de plus en plus chez les professionnels. Et en fait, c'est pas si simple. Nous, on a fait cet atelier et on a expliqué, qu'il y avait des solutions type les brasseurs d'air, par exemple, qu'on peut mettre en place. Et en fait, ça suscite beaucoup d'interrogations. Oui, mais
les brasseurs d'air, ça peut être dangereux pour les enfants et voilà, nous on peut pas faire ça ici, c'est pas possible, ils vont lancer des trucs dedans, mais en fait voilà, c'est des solutions, il faut s'acculturer aussi à ce type de solutions. Et on a fait aussi récemment un atelier sur les revêtements, donc les revêtements de voirie. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un panel de revêtements qui est encore assez peu exploré et qui sont très intéressants à traiter. Donc voilà, je vous invite en tout cas à aller voir, à participer à cette communauté si vous avez envie. Et je sais pas si j'ai le temps ou si on va aborder ça après sur les autres questions sur la rénovation. Donc là, je vous l'ai dit, c'est un projet un peu à part de l'Agence parisienne du climat. On travaille beaucoup avec la métropole du Grand Paris, la DAM Île-de-France sur ce sujet. Mais du coup, en ce qui concerne nos activités d'accompagnement à la rénovation énergétique, il y a 35 000 copropriétés parisiennes à Paris, c'est 75% du bâti. Et donc, nous, on est 50 à l'Agence parisienne du climat et il y a une vingtaine de conseillers qui travaillent à essayer d'accompagner les copropriétaires volontaires dans des démarches de rénovation. Cette année, on a enclenché 100 chèques DTG, donc diagnostic technique global. Donc voilà, ça peut paraître peu et à l'échelle de la ville de Paris, il faudrait multiplier, aujourd'hui il y a 50 rénovations globales par an, il faudrait multiplier par 20 le rythme pour atteindre les objectifs. Et ça reprend bien aussi ce que disaient Sakina et Alexandre, qui en fait maintenant il faut vraiment enclencher une nouvelle dynamique et c'est vrai que ça coûte de l'argent, mais c'est aussi une question d'embarquer parfois finalement ces sujets-là et pour l'adaptation, en fait, il faut faire de la rénovation qui est une politique publique majeure. Ça devient le premier chantier à Paris. Il faut embarquer l'adaptation dans ces démarches-là et c'est comme ça qu'on arrivera à vraiment pouvoir démultiplier nos actions. Est-ce que vous pouvez peut-être juste nous dire un mot sur la manière dont c'est perçu par le public ? Est-ce que vous devez passer beaucoup de temps à les convaincre et à leur expliquer en quoi consiste cette adaptation ? Ou alors est-ce que de fait, vous avez quand même une forme de dynamique naturelle ? Alors j'imagine avec les personnes qui viennent directement à vous, mais justement les personnes qui ne viennent pas à vous. Comment se passe cette relation ? Alors, on est quand même sur la dynamique de rénovation, on est quand même aidé en ce moment par un contexte réglementaire, etc. Le coût de l'énergie qui, quand même, a donné un gros coup d'accélérateur. Il y a plus de 300 copropriétés qui s'inscrivent chaque mois sur notre plateforme Coach CoPro. Donc, il y a vraiment une demande, en fait. Il y a aussi des aspects économiques, etc. Donc il y a vraiment une grosse dynamique. Donc on n'a pas besoin forcément d'aller les chercher, c'est plutôt eux qui viennent à nous sur les questions de rénovation. Et on identifie aussi beaucoup plus de demandes récemment sur les questions de confort d'été. Clairement, en fait, maintenant il y a plein de gens qui viennent nous voir. Voilà, mon logement il est invivable en été, je sais pas comment faire, je peux pas installer de volets. Voilà, donc en fait c'est essayer de répondre à ces questions-là. Donc ça, c'est pour le public copropriété. Ensuite, pour le public des professionnels avec lesquels on travaille, donc beaucoup de collectivités, ça dépend. En fait, il y a des collectivités qui sont vraiment engagées, qui ont conscience du problème, qui sont engagées dans des démarches. On l'a vu, la ville de Paris est quand même assez moteur, mais il y a d'autres villes aussi, Nanterre, Rosny-sous-Bois, qui prennent en compte cet enjeu d'adaptation au changement climatique, de forte chaleur, de manière assez claire. Ensuite, pour d'autres collectivités, ça c'est peut-être moins évident, mais c'est qu'aussi il y a un manque de moyens. Et donc, on va peut-être plus regarder les questions énergétiques sans forcément regarder la problématique du confort d'été. Ou alors, on va la regarder, mais d'un point de vue pratico-pratique. Là, on va mettre en place de la climatisation dans nos crèches. Est-ce qu'il ne faudrait pas se poser d'autres questions avant de passer à l'étape clim ? Voilà. Mais il y a une bonne dynamique. Je ne veux pas être pessimiste, notamment sur la végétalisation en ce moment. Donc on le voit, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas de petits sujets et tous les sujets sont importants finalement à couvrir. Merci Justine. On va passer avec vous, François. C'est un peu loin de moi. Oui, alors, si vous pouvez me passer la télécommande. Alors François, on va évoquer avec vous
Donc vous faites partie du CEREMA. On va évoquer avec vous dans la continuité des échanges, des interventions tout à l'heure, notamment sur les collèges, toute l'intervention qui est menée et nous faire un petit point sur justement les actions CEREMA. Oui, donc François Marconneau. Donc pour ma part, je travaille surtout sur les surchauffes estivales, sachant qu'au CEREMA, on est assez nombreux. Hein. Et donc j'ai des collègues qui travaillent aussi sur les RGA ou sur les îlots de chaleur. Donc là, ce n'est pas moi, donc j'aurais plus de mal à répondre à vos questions, mais en tout cas, on a des ressources et j'ai mis quelques liens à la fin. Je vais aller directement là. Là, je vais y passer vite. Hein. C'est un schéma qu'on montre régulièrement, qu'on avait travaillé avec un département francilien, le Val-de-Marne, un peu pour contextualiser le changement climatique en Île-de-France, en moissonnant les données Météo France. Et on va avec les différents scénarios. Donc en 2050, hein, voilà, il faut voir qu'on passera de 7 jours à environ 30 jours de canicule par an, d'ici 2050 en moyenne. Mais ça, c'est un sujet dont tout le monde est persuadé, on en a parlé juste avant. Alors, au CEREMA, on peut travailler soit à l'échelle d'un bâtiment. Alors, on parle de bâtiments soit anciens, soit récents. Hein. C'est-à-dire en bâtiment ancien, on a pu faire de l'instrumentation sur des rénovations de bâtiments anciens en pierre, surtout en Île-de-France. Suite à des rénovations, voir comment on maintient le confort d'été. Des travaux avec l'USH pour tout ce qui est logement social, avec un outil qui a été développé pour l'USH. Et sur les bâtiments publics, sachant qu'on a les bâtiments publics, donc avec différents ministères en interministériel, on hérite de beaucoup de bâtiments qui datent d'après-guerre. On a construit beaucoup dans les années 60-70, et donc certains bâtiments qui ne sont pas vraiment armés pour le confort d'été, quoi. Donc on vient voir finalement comment travailler dessus, sachant que comme partout, hein, il y a aussi des sujets financiers derrière. Et ensuite, on a commencé à travailler il y a quelques années à l'échelle d'un parc immobilier, c'est-à-dire qu'avec plusieurs départements franciliens, différents départements, on regarde la première étape finalement, c'est déjà de savoir quels sont les bâtiments les plus vulnérables. On sait qu'à terre, en 2080, beaucoup de bâtiments sont vulnérables, hein, presque tous. Et voilà comment on traite l'existant, mais comment on gère les priorités et comment on dit telle école est plus vulnérable que telle école, par exemple, et lesquelles on priorise. Donc c'est une méthodologie qu'on a mis en place et qui permet de juger. Alors maintenant on a quand même des élus qui sont à peu près, avec qui on travaille en tout cas, qui sont convaincus du sujet, parce que surtout leur parc touche beaucoup les enfants en fait. Hein. C'est soit des crèches, des écoles, des collèges. Donc c'est quand même un public qui est sensible et surtout politiquement sensible. Donc juste pour dire, pendant longtemps on parlait surtout de sobriété énergétique dans le bâtiment, et là de plus en plus dans les collectivités on parle quand même de confort et d'adaptation. La sobriété reste au premier plan avec des obligations fortes liées à la réglementation, mais des fois les travaux sont communs de toute façon. Donc quand on avance sur l'un, on peut en avancer également sur l'autre, et des fois on va plus loin là-dessus. Là, je voulais finir, comme on est aussi rattaché au ministère, je voulais quand même finir sur ce point-là, qui touche plutôt les collectivités pour le Fonds vert 2024, où on intègre finalement en 2024 des aides pour le confort d'été, ou la renaturation des villes et des villages. Voilà. Et pour terminer, quelques ressources. Alors, les liens sont cliquables, je ne sais pas si ça sera envoyé ou pas, la présentation. Sinon, c'est vrai que ça ne va pas beaucoup vous aider. Avec différentes pages du CEREMA sur le sujet. Il y a aussi un centre de ressources pour l'adaptation au changement climatique qui a été fait il y a quelques années. Et là, je ne l'ai pas mis, mais on a également un centre de ressources avec les maisons paysannes de France et les architectes du patrimoine sur le bâti ancien. Et certaines fiches traitent également du confort d'été dans le bâti ancien. Voilà, pour en part, je ne sais pas si j'ai encore du temps ou pas. Mais... Oui, encore un petit peu de temps. Ce serait intéressant de peut-être nous remonter les difficultés ou les freins que vous pouvez rencontrer sur le terrain, justement, dans le cadre de ces actions. Les difficultés qu'on a à l'échelle du parc, c'est que finalement, on a déjà beaucoup de bâtiments qui sont très vulnérables aujourd'hui, et on sait que demain, ça sera pire. Hein. En gros, aujourd'hui, on a chaud, demain, ça sera pire. Donc, comment on fait quand on a un parc de 300 bâtiments, dont 200 qui sont déjà vulnérables en été, quoi. Donc là, c'est les freins clairement, c'est comment massifier la prise en compte de l'adaptation.
Donc c'est pour ça qu'on a des actions finalement à court, moyen et long terme. Donc à long terme, c'est pour donner le temps, hein. Mais à court terme, sur beaucoup de bâtiments, finalement, c'est comment avoir des moyens peu onéreux finalement, qui seront pas parfaits, hein, enfin qui résoudront pas eux seuls le problème de ce bâtiment-là. Mais qu'est-ce qu'on fait pour quand même attendre d'avoir des rénovations plus lourdes sur ce bâtiment? Donc là, c'est le principal frein. Et après, les leviers, en confort d'été, hein, les leviers sont les principaux leviers, ça va être déjà tout ce qui est à l'échelle de la parcelle. Empêcher le soleil de rentrer, ça j'enfonce des portes ouvertes, hein, mais ne pas laisser le soleil entrer. Et là, on a quand même des sujets sur certains bâtiments, hein, comment installer des stores, même en zone patrimoniale. On a typiquement sur un bâtiment ancien qui a été rénové en béton de chanvre, qu'on a instrumenté, les logements sont très confortables. On a instrumenté ça avec les CAUE Seine-et-Marne et Essonne. Par contre, au dernier étage, on est sous comble, moins de béton de champ parce qu'on est sous comble, et des Velux sans store parce qu'on est en face de l'église. Donc là, c'est quand même, c'est un frein, c'est une question. Et également, comment avoir finalement des logements confortables, même au dernier étage. Un frein. Et après, les autres leviers d'action, empêcher le soleil de rentrer, mais également évacuer la chaleur de la nuit. Ce qui pose aussi question, parce qu'on voit que dans le futur, on aura des nuits tropicales beaucoup plus nombreuses. C'est-à-dire que dans le futur, actuellement, on redescend quand même la nuit. Un été, avec des nuits tropicales sur 45 nuits dans l'été, la stratégie évacuation des calories la nuit pourra toujours être faite, hein, mais sera moins efficace. Donc là, il y a aussi une question sur le sujet. Tout à l'heure, vous parlez de priorisation. Comment, concrètement, on décide que cet endroit ou ce bâtiment prend le dessus sur les autres? Alors nous, on a noté on a noté des bâtiments en masse, hein, par rapport à leurs caractéristiques de la parcelle, et on a pris en compte en plus des températures réelles. C'est-à-dire que souvent maintenant, dans les collectivités, on a des températures qui sont enregistrées plus pour le chauffage. C'est-à-dire qu'on suit les températures hivernales pour le réglage, hein. Sauf que ces sondes fonctionnent encore en été. Donc on a allé récupérer toutes ces données-là et on les a analysées, quoi. Donc c'est des choses c'est une mine d'or en fait, hein, ces données, même pour un gestionnaire de parc, parce qu'il peut aller mettre le doigt dessus et ne pas se baser uniquement sur des retours occupants, parce que c'est pas toujours celui qui est le plus mécontent, qui est le plus inconfortable, quoi. Enfin, voilà, ça, on en est tous conscients, hein, je pense. Et donc on objective ça par rapport aux caractéristiques du bâtiment et ensuite par rapport à la mesure estivale. Ça, c'est le sujet du ressenti, vous avez raison. Et est-ce que finalement, dans ce remontée de données, est-ce que le bâtiment qui est passoire est forcément aussi bouilloire, si j'ose utiliser le terme, en été? Alors, je pense qu'il faut quand même différencier un petit peu les époques. Le bâtiment ancien, globalement, hein, on ne va pas généraliser, mais globalement, est plutôt bon, hein, pour l'été. Alors, je ne dis pas qu'il n'est pas passoire en hiver, hein, le bâtiment ancien. Voilà, je ne dis pas ça. Alors qu'il est plus isolé, mais il est quand même bon en été. Par contre, on a des bâtiments, mais surtout d'après-guerre, en fait, hein, des bâtiments avec très vitrés, allège, avec les bâtiments qui sont en façade un peu rideau, vitre plus allège en dessous, pas du tout isolés. Ceux-là, ils ressortent, hein, quand même. Et on a quelques bâtiments qui ressortent aussi, qui sont RT 2012. RT 2012. Quelques-uns, ça peut être surprenant, mais pas tant que ça. En fait, alors, faut pas généraliser à tous les bâtiments RT 2012, hein, pas du tout. Mais en RT 2012, on a quand même des bâtiments qui sont très sensibles à la ventilation, parce qu'on a des bâtiments qui sont très étanches, hein, et quand la ventilation finalement ne fonctionne pas très bien, ce qui arrive quand on des bâtiments plus nombreux qu'on ne le pense, hein, peut-être qu'à la QC vous pourrez en parler après, mais sur la ventilation des bâtiments RT 2012, mais finalement on crée des surchauffes aussi, quoi. Donc on a quelques bâtiments récents de moins de 10 ans qui ressortent aussi. Donc les cycles sont très courts. Je vais reprendre. Oui, merci, je veux bien. Oui, j'ai mis quelques contacts, mais je vais les passer assez rapidement. Hop. Martin, on va continuer avec vous, si vous voulez bien. Donc, je vais me faire le porte-parole de l'AFP-CNT, la MRN et la QC pour vous présenter une étude qu'on a lancée il y a à peu près 1 an. Donc, l'idée, c'est de se poser la question, déjà d'aller voir, constater ce qui se passe sur le terrain autour de ces questions-là.
autour des aléas climatiques et prendre une photo un petit peu des pratiques actuelles. Voilà, donc la question, hein, c'est est-ce que au préalable, avant de se lancer dans les travaux de rénovation, on anticipe les aléas qui vont se produire sur la parcelle? Parce qu'on va dépenser beaucoup d'argent, on va investir des moyens importants, hein, et si une catastrophe se produit dans les années qui suivent, tout ça aura été gaspillé. Et c'est ça un peu la question qui sous-tend cette étude, de savoir si on ne part pas bille en tête sur uniquement l'amélioration du bâti par rapport à toutes les problématiques énergétiques, sans se préoccuper de l'environnement et des risques sur la parcelle. Voilà, donc cette étude, elle s'est menée comme ça. Donc l'idée déjà, c'était de trouver des rénovations performantes. Donc on est sur une petite campagne, hein, c'est une dizaine de bâtiments. Les critères, c'est des bâtiments rénovés thermiquement, exposés à des aléas climatiques. Il fallait vraiment croiser les deux. Donc souvent, ils sont exposés à plusieurs aléas climatiques. On s'est fixé sur un périmètre qui est la région Grand Est, parce qu'on a des partenaires sur place, donc c'était pratique, et puis ça servait à rien non plus de partir dans toutes les régions au début. Voilà, donc on a fait un premier échantillonnage. La MRN a vérifié l'exposition de ces bâtiments rénovés à différents aléas climatiques qui vous seront présentés après. Et puis, une fois qu'on a eu l'accord des maîtres d'ouvrage, on est parti donc pour faire une enquête dans ces 10 opérations pour constater un peu le niveau de conscience, hein, sur le sujet, et puis les pratiques. Qu'est-ce qui est réellement mis en œuvre dans ces rénovations thermiques? Voilà, donc aujourd'hui, on est à la phase d'analyse, hein, c'est-à-dire qu'on a collecté des constats, des observations. On est en train de les digérer, si je puis dire, et des livrables, des enseignements seront produits, mais ultérieurement. On n'en est pas encore à ce stade aujourd'hui. Martin, vous pouvez nous dire sur quel type de bâtiment vous faites ce diag? Oui, alors c'est la slide d'après, ça tombe bien. Voilà, petite précision donc sur l'échantillon. Donc c'est 10 opérations visitées. Ça représente 31 acteurs, hein, donc principalement des professionnels. Donc en moyenne, il y a 3 personnes qui sont interviewées par opération au moment de la visite ou après. 9 aléas sont concernés. Je vais vous les présenter ensuite. Donc là, vous avez la carte de la région Grand Est. Les bâtiments sont numérotés de 1 à 10. Et pour répondre à votre question, hein, sur les typologies et les types d'usage, vous voyez qu'il y a une grande diversité. Il y a des ERP, il y a du logement, etc. Et on a des typologies de bâtis qui sont également assez diversifiées, comme on peut le voir sur ces photos, hein. Donc là, l'idée, c'est pas de reconnaître les bâtiments, mais c'est vous donner une idée générale, hein, un petit peu de à quoi ils ressemblent. Et donc nos fameux aléas, donc c'est 9 aléas, hein, qui possiblement concernaient les bâtiments. Donc un bâtiment peut être concerné par plusieurs aléas climatiques. Donc il y en a 9 qui sont exposés au risque inondation, hein, sur le panel, 8 au risque séisme, 1 au risque retrait-gonflement argile, un seul également au risque de tornade, 8 sont exposés au risque de vent fort, 3 au risque de cavité en sous-sol, un seul bâtiment au risque de mouvement de terrain, 8 sont exposés au risque de grêle et 10 au risque de forte chaleur, hein, donc confort d'été, ça se comprend facilement. Donc voilà un petit peu, il y a des bâtiments, je crois qu'il y en a un qui cumule jusqu'à 8 aléas. Voilà. Et donc c'est la MRN qui, grâce à ces cartographies, a pu nous dire à quoi était exposé chacun des bâtiments rénovés thermiquement. Voilà, donc pour terminer cette petite introduction, juste 2 exemples d'observation, donc une non-qualité, une bonne pratique. Là, on va commencer par une non-qualité. Donc, on est dans une cave, hein, et donc la chaudière a été installée en sous-sol. Vous voyez que le choix de l'équipement, on a une hauteur sous plafond qui est très très faible, et le choix de l'équipement ne permet pas de mettre un surbau, donc de surélever la chaudière en cas d'inondation. Donc, on aura, vous en doutez bien, de gros dégâts sur le système. Donc, je développe pas plus. On pourra y revenir ensuite dans les échanges. Et pour finir sur une touche positive, on a observé pas mal de bonnes pratiques aussi.
Donc là, l'idée, ça a été de ramener de la végétalisation contre le bâtiment au moment de la rénovation, donc c'est plutôt bien. Je précise qu'on n'est pas en zone retrait-gonflement argile, il n'y a pas d'argile, donc il n'y a aucun problème, on peut se permettre de ramener de l'eau proche des fondations. Si ça avait été en zone RGA, c'est pour ça qu'on a mis l'alerte, il aurait fallu faire attention parce on a un antagonisme là, et on en a observé plusieurs, et on pourrait y revenir. C'est assez intéressant de voir que en voulant se prémunir d'un aléa climatique, on peut favoriser d'autres désordres liés à un autre aléa. Donc il faut toujours avoir un peu la vision complète de ce qu'on fait. Voilà. Ça, c'est un exemple très intéressant. Est-ce que ça voudrait dire que dans cette phase de diagnostic en réhabilitation, la phase diagnostique que l'on fait habituellement, elle doit s'étendre justement à prendre en compte tous ces risques et de pouvoir justement presque avoir une ligne, j'aime pas le terme, mais ça donne bien l'idée de bonne conduite justement par rapport aux interférences qu'il pourrait y avoir entre les solutions. Moi, j'aimerais bien si vous pouvez développer un peu justement ces questions d'interférence parce que on n'y pense pas toujours en fait. Oui, alors après je laisserai donc les MRN et FPCNT compléter sur ce qu'on a appelé les antagonismes. Donc il y a celui-là qui est clairement végétalisé contre le bâtiment. Au regard du RGA, ça va poser un problème. Tout ce qui est racines aussi, quand on a des arbres. Donc on a intérêt à ramener de la végétalisation très proche du bâtiment pour l'ombrager, au-delà des parterres, comme on peut le voir ici. Les deux sont intéressants. Mais quand on va avoir des arbres, on a une problématique avec les racines qui peuvent venir à la fois augmenter le problème de variation d'humidité dans le sol, et puis générer des problèmes au niveau des évacuations des eaux pluviales ou autres. Donc attention à ça. Il y a un autre antagonisme qui va concerner tout ce qui est ventilation des sous-sols. Donc on a intérêt à bien ventiler les vides sanitaires, les sous-sols, etc. Pour autant, en cas d'inondation, ça fait des entrées d'eau sous le bâtiment. Donc là, il va falloir déporter, surélever les entrées d'air. On peut imaginer des conduits qui les rehaussent. Souvent, elles sont à ras du sol. Donc là, on pourrait les prolonger pour qu'elles soient au-dessus des cotes de plus hautes eaux connues, par exemple, et éviter en cas d'inondation qu'on inonde les sous-sols. Voilà un autre antagonisme. Et puis un dernier qui peut être lié au feu. Par exemple, dans le sud, on va avoir tendance à éloigner au maximum la végétalisation du bâtiment, notamment les arbres, en cas d'incendie. Alors que pour le confort d'été, on cherche tout l'inverse. On devrait vraiment amener un maximum de végétation autour du bâtiment, puisque ça marche très très bien. Et donc là, on a un réel choix à faire entre se priver de cet ombrage et pour autant se préserver du feu en cas d'incendie. Voilà ce que j'ai repéré moi. Après, je vous laisse compléter si vous avez d'autres... Ouais, donc on voit que c'est assez complexe et pas forcément instantané ou immédiat dans la réflexion. Il faut explorer ces sujets plus en profondeur. Merci Xavier. Si vous voulez, on va continuer et puis on pourra revenir après sur des questions. On aura sûrement dans le public, j'imagine. Alors Sébastien, je vais vous donner... Si vous voulez compléter sur cette dernière question. Oui, ça a été très bien expliqué et très bien dit. Donc je parle de retrait-gonflement des argiles et ça fait partie des phénomènes où on a cet exemple d'antagonisme. Alors également, pas uniquement quand on va parler de risques naturels, mais pour la biodiversité aussi, on favorise la végétalisation, la désimperméabilisation, etc. Et finalement, la végétation et favoriser les infiltrations, en fait, on va favoriser aussi des variations d'humidité qui, là, vont potentiellement provoquer ou aggraver ces phénomènes de retrait-gonflement. Peut-être un mot sur le BRGM. Voilà. Donc le BRGM, c'est le Service géologique national. C'est un établissement public qui fait de la recherche et de l'expertise autour de toutes les questions qui concernent le sous-sol. Donc le BRGM va travailler sur la ressource en eau, la qualité et la quantité de ressources en eau, ressources minérales, géothermie et risques naturels,
et risques anthropiques liés au sous-sol, hein, par exemple l'après-mine, etc. Et donc, moi, je travaille donc à la direction risque et prévention, qui travaille essentiellement sur les risques naturels, et plus particulièrement dans une unité qui va traiter de tout ce qui va être les mouvements de terrain, et le retrait-gonflement des argiles en fait partie. C'est une direction aussi qui travaille sur des risques liés au changement climatique et aux risques côtiers, aux littoraux, les risques sismiques et volcaniques, voilà, tous ces risques qui sont en lien avec le sous-sol. Et donc, plus particulièrement, donc, le BRGM travaille sur le retrait-gonflement des argiles, et plus particulièrement, on va regarder sur sa cartographie, la connaissance du risque, sa compréhension et sa cartographie. Donc, sur le mécanisme, hein, j'ai remis ce schéma que vous avez peut-être déjà vu à plusieurs reprises, pour expliquer le phénomène en lui-même. Il est lié d'une part à la nature des sols argileux qui, en fait, lorsque leur humidité varie, ils changent de volume. Donc ils gonflent en période hivernale, en période humide, et ils se rétractent en période estivale, et en période de sécheresse intense, ça donne lieu à des tassements qui peuvent être préjudiciables au bâtiment. Alors, ce que j'ai schématisé ici sur ce dessin, donc c'est les variations de volume liées aux variations d'humidité. Donc, un bâtiment, alors c'est essentiellement les bâtiments individuels qui sont impactés par le retrait-gonflement des argiles, parce que ce sont des structures qui sont légères et fondées superficiellement. Les variations d'humidité, elles interviennent dans la frange superficielle, on va dire dans les 2 premiers mètres de sol. Et donc, en période de sécheresse, donc déficit pluviométrique, forte température, on va avoir une évaporation accélérée de l'humidité des sols, des prélèvements liés à la végétation qui vont être aussi augmentés. Hein, en période estivale, un arbre adulte a des besoins quotidiens qui sont de l'ordre de la centaine, voire plusieurs centaines de litres d'eau. Donc, les tassements que ça engendre vont faire que les structures vont également travailler et fissurer. Et donc, c'est un mécanisme qui est lié à la fois à des facteurs de prédisposition qui sont liés, on va dire, essentiellement à la nature des sols, et aux facteurs de déclenchement qui est le phénomène climatique en lui-même. Alors, quelques éléments chiffrés pour se donner un ordre de grandeur sur l'ampleur du phénomène. Alors, c'est un phénomène qui est indemnisé par le régime des catastrophes naturelles depuis 1989. Et donc, c'est essentiellement via cet angle catastrophe naturelle qu'on peut se donner ces chiffres-là. Alors, pour la période 89-2022, on estime qu'il y en a un coût cumulé de 19,5 milliards d'euros. Ce qui en fait le deuxième phénomène en termes de coût après les inondations. On a plus de 13 000 communes qui ont été reconnues CatNat au moins une fois depuis 1989, donc c'est 40% des communes françaises. Le coût moyen d'un sinistre, c'est 20 000 euros, à comparer au coût moyen pour une inondation qui est de 8 000 euros à peu près. Donc, ce qui en fait finalement le phénomène en garantie le plus coûteux pour un sinistre. Et alors, si on recense les 20 événements climatiques les plus coûteux depuis que le régime CatNat existe, sur ces 20 événements climatiques, 12 sont des sécheresses. Donc je l'ai dit, ça en fait le deuxième poste d'indemnisation après les inondations. Si on regarde uniquement le coût des événements climatiques depuis une dizaine d'années, depuis je crois 2011, finalement le RGA passe en première position. Voilà, juste pour schématiser, ça c'est donc par année, depuis 89 jusqu'à 2022, le coût chaque année que ça représente, le RGA représente
pour le régime catastrophe naturelle. Donc on voit bien en milieu de graphique, la grande barre blanche, c'est l'année 2003. Donc ce qui était l'événement de référence jusqu'à l'année dernière. Donc l'année 2003 où on approche les 2 milliards d'euros. Et donc 2022, les dernières estimations, on est autour des 3 milliards, peut-être même un petit peu plus. Et donc ce qui est intéressant de noter, c'est que quand on prend la période 89-2015, on est sur une moyenne un petit peu en dessous de 400 millions d'euros par an pour le RGA. Et sur la dernière période, donc de 2016 à 2022, on est passé à 1,3 milliard. Donc on va dire multiplié par 3 le coût annuel du RGA en l'espace de quelques années. Qui peut être, voilà, on a eu une succession d'années sèches. Hein. On a en tête 2019, 2020, 2022. Et c'est un bon indicateur de ce qui peut nous attendre si on se projette à l'horizon 2050, voire 2070. Alors, à échelle nationale, c'est donc la carte d'exposition au retrait-gonflement des argiles du territoire. Les zones moyennes et fortes, donc c'est les zones sur lesquelles on réglemente via la loi Elan. Elles représentent 48% du territoire, mais 93% de la sinistralité. Et donc, à l'échelle de la région Île-de-France, donc ces zones moyennes fortes, c'est 80% du territoire. Et en termes de reconnaissance CatNat, on est à un petit peu plus de 50%, 53% des communes qui ont eu au moins une reconnaissance catastrophe naturelle. Voilà, on voit que la petite couronne est quasiment couverte à 100%. Et après, sur la grande couronne, c'est un peu plus dispersé, mais c'est un phénomène qui est très présent. Et donc une dernière slide pour illustrer l'impact du changement climatique. Alors c'est très schématique, hein, mais c'est donc à échelle nationale, en rouge, les communes qui ont eu au moins une reconnaissance de catastrophe naturelle. Donc entre 89 et 2002, c'était un peu moins de 5000 communes, et ça représente un coût cumulé de 6 milliards. On rajoute un peu plus de 3000 communes entre 2003 et 2015. Pour un coût de 4,6 milliards, donc 8300 communes au total. Et sur la période de 2016 à 2022, c'est 5000 nouvelles communes, donc c'est là qu'on atteint 13 000 communes, et un coût cumulé de presque 9 milliards. Voilà, pour illustrer un petit peu l'accélération du phénomène, et puis aussi son extension géographique. On voit que globalement, on a quand même une progression assez nette vers l'Est et vers le nord de la France. Et 2022 a été exceptionnel dans le sens où on a des reconnaissances catastrophes naturelles dans des régions comme la Bretagne, la Normandie, des régions montagneuses dans les Alpes et les Pyrénées qui étaient épargnées jusqu'à présent. Voilà. Et un dernier chiffre pour se fixer un petit peu les idées. Un événement comme 2003, les projections climatiques nous disent qu'en fin de siècle, ça pourrait être une année sur 2, une année sur 3, pour être de la même ampleur que 2003. Et l'étude qui a fait ces projections climatiques commence à dater déjà, et donc les événements comme 2022, 2020, 2019 n'avaient pas été encore pris en compte dans cette étude. Voilà. Bon, peut-être, je ne sais pas si j'ai encore un petit peu de temps, mais voilà, juste pour dire que les différentes études qui ont été menées, que ce soit alors par la Caisse centrale de réassurance, par France Assureur, estime en gros, on va avoir un doublement du coût des dommages climatiques d'ici à 2050, et entre 20 et 35% de cette augmentation serait expliquée par le changement climatique. Et un peu pour illustrer de la même façon, c'est que une sécheresse comme 2022, à climat actuel, on estime que c'est une période de retour de 25 ans. Il y a encore, sur un climat du début des années 2000, c'était une période de retour de 44 ans, et à horizon 2050, période de retour 6 ans. Donc voilà, on a une accélération aussi du phénomène qu'on illustre de cette façon.
Juste une question sur si vous pouvez revenir 2 slides en arrière. Je me posais la question si à partir, ou encore une, pardon, sur la carte. Est-ce que quand on a une zone, par exemple dans la période 90-2000, on la retrouve forcément en addition, c'est-à-dire qu'elle est de fait toujours sensible et fragile justement avec l'impact du changement climatique, ou est-ce que justement cela peut aussi se déplacer? Alors, c'est un petit peu ce que je disais en début, c'est que en fait, c'est un phénomène qui est un peu à double détente, c'est-à-dire qu'il faut, et même peut-être même, c'est la rencontre de 3 facteurs. Le premier facteur, c'est la nature des sols, et ça, la nature des sols, finalement, le changement climatique n'a pas d'impact. Cette nature, on la connaît, on la cartographie. Alors après, on peut améliorer les cartes, améliorer la connaissance. Ça, c'est nécessaire. Mais globalement, la nature, elle ne change pas. Le deuxième facteur, c'est le facteur climatique. Et là, c'est ce qu'on illustre ici, c'est l'augmentation de l'intensité, de la fréquence et de l'extension géographique de ces épisodes de sécheresse. Et puis le troisième facteur, c'est la vulnérabilité du bâtiment. C'est-à-dire que chaque bâtiment ne va pas réagir de la même façon que le voisin. Et finalement, même si on est sur un sol sensible et qu'on subit un épisode de sécheresse, il y a des bâtiments qui s'en sortiront bien et d'autres moins bien. Et donc c'est un petit peu ce qui est illustré ici. C'est-à-dire que quand on a en gros une commune qui est mise en rouge, c'est parce que on a eu une reconnaissance catastrophe naturelle. Ça veut dire qu'on est sur des sols sensibles, qu'on a subi un épisode de sécheresse et qu'il y a eu derrière des sinistres sur des bâtiments vulnérables. Est-ce que ça veut dire qu'on n'avait pas d'informations forcément sur avant 89, ou le fait que la carte commence à 1989, est-ce que ça veut dire qu'on n'avait pas forcément cartographié de cette manière-là avant 89? La cartographie, alors le travail de cartographie, il a débuté à la fin des années 90, début des années 2000. C'était un programme qui a duré une dizaine d'années, que le BRGM a mené. Les dernières cartes ont été rendues en 2010-2011. Alors on a travaillé département après département pour aboutir à cette carte nationale que je montrais ici. Alors cette carte-là, elle est un petit peu plus récente. C'est-à-dire que globalement, tout le travail de cartographie qui a été mené entre 2000 et 2010, c'est le socle de cette carte-là, mais on a intégré des données plus récentes en termes de sinistralité. Parce que la sinistralité, enfin, entre 2000 et 2010, depuis 2010, on va dire, certains départements ont été cartographiés très tôt dans le programme, et donc il était nécessaire de mettre à jour ces données de sinistralité avec les événements récents. Très bien, merci Sébastien. Est-ce que peut-être le public a des questions qu'on peut tout à fait prendre à ce moment? Oui. Oui, par rapport à la dernière intervention de M. Gourdier, la question est, est-ce que la cartographie représente, ou est-ce que c'est une donnée que vous avez eue, est-ce que c'est les sinistres, la sinistralité et les problèmes de retrait-gonflement sont localisés plus sur des parties anciennes de la commune, ou plus des parties d'extension en extension de la commune? C'est-à-dire, est-ce qu'on a construit là où on savait depuis des siècles, selon les sécheresses qui de toute façon ont eu lieu dans le temps, pas avec la fréquence d'aujourd'hui, mais évidemment, qu'il y avait des zones comme construites dans les zones inondables, ou voilà, enfin je veux dire, des actes volontaires d'urbanisme qui ont été à l'encontre de la logique de ce qui peut être la capacité d'un territoire à être bâti, construit. La cartographie des argiles, en fait, elle est pas réalisée à l'échelle infracommunale. Donc, on peut pas aller à ce niveau de détail. Et en plus, notre connaissance de la sinistralité, finalement, pour réaliser cette carte-là, on l'a réalisée de façon statistique et on a travaillé à l'échelle on a travaillé sur des cartes géologiques, à l'échelle de formation géologique, et pas forcément sur des entités administratives ou à l'intérieur. Mais ce qu'on observe d'expérience, de fait, c'est que, évidemment, quand les villes ont été construites,
et qu'on avait finalement le choix des terrains sur lesquels on voulait aller construire, il y avait quand même une certaine connaissance des bons terrains sur lesquels il valait mieux construire. Et puis, avec le développement démographique et la pression foncière, mais finalement, on a été construire là où on pouvait et finalement pas là où on voulait. Et ce qui fait que petit à petit, on a été urbanisé dans des terrains qui étaient peut-être moins faciles. La différence du risque d'inondation, le retrait-gonflement des argiles, il n'induit pas d'inconstructibilité. Ce qui est nécessaire, c'est d'avoir une bonne connaissance du sol sur lequel on construit et d'adapter le bâtiment, les fondations en conséquence. Et ce qui n'a pas été fait dans la grande majorité des cas et sur des programmes de lotissement et de développement urbain où on a construit des maisons un petit peu toujours sur le même modèle sans forcément se préoccuper du sol sur lequel on construisait, ce qui fait qu'on se retrouve maintenant avec un parc immobilier vulnérable sur lesquels il y a potentiellement des travaux de rénovation, en tout cas d'adaptation à réaliser pour éviter des sinistres dans l'avenir, surtout que quand on sait ce à quoi on s'attend en termes d'augmentation d'intensité et de fréquence de ces épisodes de sécheresse. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ? Pierre de Roubaix de l'ADEME, je m'occupe notamment de l'adaptation au changement climatique et de l'appel à projet sur RGA. Et je voulais revenir aussi sur un élément important, c'est la qualité de construction, parce que effectivement, ça aussi, ça met en exergue des problèmes de qualité de construction, notamment les chaînages qui ne sont pas respectés, les fondations approximatives. Et donc, les sols, certes, ils bougent, mais il y a certains pays où ils ont moins de problèmes avec des mêmes sols, quoi. Je pense à l'Allemagne, notamment, quoi. Voilà. Donc, on n'en parle pas souvent, mais non, vous avez tout à fait raison. C'est un élément très important. Oui, non, c'est un élément important. D'ailleurs, ce qui serait intéressant, c'est est-ce que vous avez des comparaisons de vos travaux avec d'autres organismes jumeaux dans des pays européens pour que justement on puisse voir si l'ampleur est de la même dimension. Parce que ce qu'on remarque aussi, c'est que c'est souvent les bâtiments les plus récents, alors qu'ils ont subi moins de cycles, qui sont les plus impactés. Les plus fragiles. Donc ça met aussi en exergue des défauts de qualité. Hein. Oui, et aussi quand les travaux, justement, ces explorations sont menées, est-ce que vous arrivez à faire justement la différence en préalable de bâtiments peut-être avec des dysfonctionnements ou des fragilités structurelles qui du coup seraient plus propices à subir justement face à un retrait ou un gonflement d'argile ou vous avez ces informations-là? Est-ce que quelqu'un veut répondre? Par rapport justement à tous ces travaux, à tous ces REX que l'on fait, est-ce que quand vous intervenez justement de manière exploratoire sur ces bâtiments, est-ce que vous avez la nature même des bâtis et peut-être des dysfonctionnements structurels? Il y avait votre collègue de l'AQC Grand Est, dans la région Grand Est, qui avait Chauvet, peut-être. Voilà, qui avait pris l'exemple justement de son homologue côté allemand, où RGA, ils avaient, limite, ils n'avaient pas... Ils ne savaient même pas ce que c'est, presque. Hein. Apparemment, ils avaient beaucoup moins de sinistres que nous. Peut-être qu'ils avaient aussi plus de rigueur dans la construction. Ouais, ça dépend de la nature en tout cas, aussi du bâti. Les maisons individuelles vont être beaucoup plus sensibles, finalement. Et il y a une question de fondation, vous l'avez bien dit. Voilà, donc... s'il y a des bonnes fondations et que le bâtiment est adapté, finalement, il va bien s'en sortir. Nous, dans notre échantillon, il y a beaucoup de RP, de bâtiments collectifs assez grands, donc on n'a pas ciblé autour de ce sujet-là. Si on avait vraiment voulu voir des désordres, on aurait ciblé plutôt de la maison individuelle, par exemple. On aurait eu plus de chances de voir les impacts des retraits gonflement argile.
C'est souvent là que ça pêche. Après, aujourd'hui, il y a une étude de sol, sauf si je dis une bêtise, qui est obligatoire, je pense, avant de construire. Hein, l'étude de sol va permettre aussi de prendre en considération tous ces soucis-là. Oui, l'étude de sol, c'est donc la loi Elan impose une étude à la vente d'un terrain constructif dans les zones exposées à des niveaux moyens et forts, et encourage à faire une étude de conception au moment où on a le projet de construction. Ce que je voulais rajouter, c'est que ce qui fait aussi la spécificité du RGA en France, c'est qu'il est intégré au régime des catastrophes naturelles et il est considéré comme une catastrophe naturelle. Ce qui n'est pas forcément le cas dans les autres pays. Certains pays considèrent que c'est un problème plutôt purement constructif et que ça met en jeu finalement les garanties d'achèvement, enfin les garanties du constructeur, et que ça se règle finalement uniquement entre les particuliers et les entreprises. Et c'est pas un risque naturel, mais un risque constructif. Moi, j'ai été interrogé aussi récemment, et c'est que ce qui montre aussi qu'il y a une évolution, une progression du phénomène, c'est que il y a 2 ans, la région Flandre, en Belgique, a lancé un appel à projet pour se doter d'une carte d'argile sensible, parce qu'il y avait eu dans les dernières années une explosion du nombre de cas de sinistres, de maisons fissurées à cause justement de ce problème d'argile qui était relativement peu connu jusque-là. Bien, merci. On va avancer, si vous voulez, sur la partie inondation. On a encore un peu de temps. Un peu. Alors, c'est sûr. Voilà. Vous avez un micro qui est juste ici à présenter. Erwan, c'est vous d'abord qui voulez commencer. Comme vous voulez. Alors, moi, le travail dont je peux parler aujourd'hui, c'est un travail en fait qui est conduit dans le cadre d'un groupe de travail interne à notre association. Ce groupe de travail s'appelle Anticiper la reconstruction post-inondation. En fait, c'est un travail qui a débuté début 2023 et qui visait à partir de territoires expérimentaux, voir quel était l'état des lieux de la reconstruction en France et quels étaient les freins qu'on pouvait identifier, de même que les pistes d'amélioration et les enseignements à tirer de ces différents retours d'expérience qui pouvaient être faits à partir du terrain. Donc c'est un travail d'une année en fait qui a conduit à des entretiens réalisés auprès de différents acteurs, notamment des élus locaux, des techniciens, des services de l'État aussi également, qui ont été confrontés à des événements qui les auraient impactés, notamment inondations dans le cas présent, et avec l'idée de voir comment ils avaient géré justement cette reconstruction. Donc c'est pas seulement la reconstruction du bâti qui est examinée dans le cadre de ces travaux, mais on se place à une échelle qui est plus large, qui est celle vraiment du territoire. Et donc un travail, un atelier de restitution de l'avancée du travail a été organisé en juin 2023. Donc là, sur la slide, en fait, ce que vous voyez, c'est une facilitation graphique qui a été réalisée à l'occasion de cet atelier et qui visait à faire un peu la synthèse des échanges de cette journée. Et voilà, donc en fait, le dessin met en lumière quelques axes de travail en fait, qui pourront être utilisés, sur lesquels les différents acteurs peuvent prendre appui pour ensuite
voilà, améliorer les pratiques, puisque c'est vraiment l'objectif aussi de ce travail. Donc, par exemple, ce qu'on peut citer, il y a l'idée donc de mettre les territoires en résilience. Donc, à chaque fois, dans chacun des encarts, les points qui sont mentionnés sur la gauche, ce sont plutôt les freins qui ont été identifiés sur le terrain et par les acteurs interrogés en entretien. Et sur la droite, plutôt les pistes à creuser, en fait, pour améliorer voilà, des constats qui auraient été faits. Donc sur la mise en résilience des territoires, voilà, dans les freins, on a identifié par exemple le manque d'autonomie, des freins en termes de communication, etc. Ce qui a été souligné, c'est que vraiment le diagnostic territorial est quelque chose de très important et le partage aussi d'expériences entre les différents acteurs. Il y a l'idée voilà, de mobiliser le national. Là, c'est plutôt la question des financements et de la réglementation. La réglementation, ce qui est observé, c'est que voilà, ce sont des démarches, des procédures qui sont très lourdes et longues. Donc là, l'idée serait de raccourcir en fait, ces procédures-là. Et sur les financements, essayer de faire en sorte que voilà, les dispositifs soient plus accessibles, mieux connus, et qu'il y ait plus de moyens au final qui soient quand même alloués à ces travaux de reconstruction au sens large. L'idée de créer une communauté d'acteurs, puisque les acteurs de terrain, voilà, en général connaissent bien en fait l'environnement dans lequel ils évoluent. Le dialogue est assez facile entre eux. Donc l'idée c'est de justement renforcer ces relations de proximité. D'où l'idée de créer une communauté d'acteurs et que voilà, l'État en fait vienne justement en appui de ces acteurs locaux. Et le quatrième élément aussi qui a été identifié, c'est l'idée de créer une boîte à outils de la reconstruction avec un manuel de la reconstruction qui ferait justement la synthèse des enseignements qui ont été tirés du terrain. Et qui jouerait un peu le rôle de guide aussi à destination des acteurs qui soit sont confrontés à de telles situations ou qui pourraient l'être à l'avenir. Donc là, ce sont des pistes vraiment qui ont été exposées à peu près à mi-parcours du travail qui a été réalisé en 2023. Aujourd'hui même se tient un événement de restitution de ces travaux d'une année. Et l'idée, c'est de... donc je ne peux pas, pour l'instant, vous donner vraiment les enseignements de la journée, mais l'idée sera de justement, à partir de ce qui aura été dit aujourd'hui, avec les différents acteurs de la reconstruction qui ont été conviés aussi, plus ceux qui ont travaillé sur le projet à l'association, l'idée, c'est vraiment de bâtir une feuille de route pour 2024, vraiment avec des objectifs et des travaux très concrets qui pourraient être mis en œuvre sur le terrain par les acteurs. Et l'objectif final, c'est de créer une vraie politique publique de la reconstruction. Voilà ce que je pouvais dire un peu sur... Et ce sera dévoilé à peu près quand ? Justement, toute cette restitution de la journée, quand est-ce qu'on pourra en savoir plus ? Alors, la restitution de la journée, il y aura... alors déjà, le replay de la journée sera disponible donc, sur le site internet de notre association début 2024, donc dans les prochaines semaines. Et il y aura aussi un livrable qui sera produit et qui fera la synthèse en fait, de ce qui aura été dit à cette occasion. Voilà. Donc début 2024 à peu près. Très bien. Erwan, on peut vous laisser la parole à votre tour. Merci. Je vais juste passer sur la suivante. Bonjour. Donc parler ils ont évoqué avec vous une publication que réalise la mission Risque Naturel, le référentiel c'est le répertoire des référentiels de résilience du bâti aux aléas naturels. Donc le groupe de travail résilience de la mission Risque Naturel publie donc 2 fois par an donc ce répertoire. Alors, quel est son objectif ?
c'est de répertorier et d'analyser les référentiels dont la bonne mise en œuvre contribue à la réduction des dommages sur les constructions exposées aux différents aléas. Donc, dans cet ouvrage, vous allez retrouver pour 17 aléas. Alors, des aléas naturels terrestres, on a parlé de retrait-gonflement argile, on pourrait parler de séisme, de radon, et également pour les aléas naturels climatiques, on parlait d'inondations à l'instant, on peut parler de tempêtes, on peut parler de grêle, de feux de forêt, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure. Tout un ensemble de documents qui vont rentrer dans 4 catégories. Première, vous aviez évoqué le diagnostic. Diagnostic par rapport à un aléa donné d'un ouvrage. Deuxième famille, en duo, des documents de prévention qui s'adressent plutôt aux bâtiments neufs ou en réhabilitation. Et derrière, des documents qui vont plutôt traiter du post-événement. Donc, en tout, là, dans cet ouvrage, dans la dernière édition donc, qui date de juillet 2023, vous avez 55 documents qui sont analysés et donc à chaque fois que vous avez un document, donc, il va être attaché à un des aléas, retrait-gonflement argile, séisme. Donc vous allez avoir un rappel des enjeux et donc en complément, pour chacun des documents, donc il peut intervenir dans une ou plusieurs catégories. Je sais pas, prévention en rénovation et post-événement. Et derrière, vous allez avoir des commentaires qui sont faits et qui sont partagés avec tout le monde sur les ouvrages. Alors les commentaires peuvent être de nature très variée. Si j'en prends un, par exemple, toujours sur le sujet de l'inondation, le référentiel qu'a établi le ministère en 2012, le groupe de travail avait souligné la qualité technique des fiches, excusez-moi, qui sont contenues dans le référentiel. Il y avait un point de vigilance sur les prix. Parce que voilà, c'était des prix 2012. Si on veut réintégrer les prix, il faut les actualiser. Après, on peut avoir des commentaires divers et variés. Et en tout cas, donc, cette publication est disponible gratuitement sur le site de la MRN. Donc, je vous invite à la télécharger. Donc, tous les 6 mois, il y a une actualisation donc avec des textes qui viennent compléter. Donc, actuellement, là, sur les 17 aléas qui sont recensés, il y en a 15 déjà qui sont enseignés. Et donc, comme je vous disais, plus d'une cinquantaine de textes. Donc, voilà. Ce qui donne aussi l'ampleur du travail qui a été réalisé dans ce domaine.